En deux mots, le Collège de France, c'est une institution qui est assez exceptionnelle, en tout cas dans le paysage académique français, dans la mesure où c'est une institution qui est dédiée à l'enseignement et à la recherche. C'est donc là que je fais mon enseignement, puisque la recherche est faite à l'Institut Pasteur. Donc à l'enseignement et à la recherche, mais en fait, pour résumer, à l'enseignement de la recherche. C'est-à-dire le but, l'objectif du Collège de France, c'est non pas d'enseigner quelque chose de très académique comme le fait l'université en règle générale, mais c'est vraiment de se positionner aux limites, au périmètre de la recherche en train de se faire et d'essayer de l'expliquer dans des termes qui restent scientifiques, mais qui doivent être aussi quand même compréhensibles pour les personnes qui assistent à ces cours ou à ces leçons, comme on les appelle encore maintenant. Alors juste un petit bout d'histoire, le Collège de France a été créé en 1530. Vous voyez, ce n'est pas une institution récente par le roi François Ier, ça s'appelait à l'époque le Collège Royal. Malheureusement, ça ne s'appelle plus Royal, maintenant c'est devenu Collège de France, c'est peut-être un petit peu plus banal. Le nom a changé bien entendu à la Révolution en 1789 ou dans les années qui ont suivi. Alors pourquoi est-ce que le roi François Ier voulait avoir son collège royal d'enseignants et appelons ça de chercheurs? C'était parce que finalement les seuls érudits qui pouvaient conseiller le roi à cette époque-là étaient issus de la Sorbonne, qui était une des plus anciennes universités créées en Europe. Et heureusement ou malheureusement, on a tous sa façon de voir les choses, la Sorbonne à cette époque-là était essentiellement dédiée à la formation des jeunes pour la théologie, et donc était extrêmement dominée par l'Église catholique. Et François Ier trouvait que l'Église allait un petit peu fort dans le type d'avis qu'elle lui donnait, et il a décidé d'avoir son collège de conseillers. D'ailleurs, les deux premières chaires du Collège de France, en 1530, étaient des chaires d'hébreu, parce qu'à l'époque, l'hébreu était rejeté par l'Église catholique, pour des raisons que vous connaissez. Et donc, c'est sur cette base-là que les choses ont commencé, et ça reste effectivement une institution assez laïque par excellence. Par exemple, l'Assemblée des professeurs du Collège de France est organisée systématiquement le dimanche à 11h pour être bien sûr que c'est au même moment que la messe et que les professeurs ne soient pas à l'église à ce moment-là. Enfin, il y a tout un tas de vieilles choses qui ressemblent beaucoup à la France et que je trouve assez drôles finalement. Donc, pour revenir à des choses un petit peu plus sérieuses, le motto du Collège de France, c'est Docet Omnia, c'est-à-dire on enseigne tout. Alors bien entendu, les chaires ne recouvrent pas toutes les disciplines, elles se ferment et elles s'ouvrent en fonction de l'existence d'un professeur dans un domaine particulier, mais globalement, il n'y a pas de domaine de la recherche tant dans les sciences que dans les lettres, dans les humanités, qui ne soient pas couvertes à un moment ou à un autre. Alors, les cours sont ouverts à tous, ce qui est la spécificité du Collège de France, c'est-à-dire qu'il n'y a pas on ne paye pas, on rentre, il y a des amphithéâtres magnifiques pour écouter les présentations, il n'y a pas de frais d'inscription, donc, et par contre, il n'y a pas de diplôme, ce n'est pas un système académique classique où l'étudiant va recevoir un diplôme à la fin, c'est vraiment pour le plaisir de l'éducation et de la compréhension de comment la recherche progresse, encore une fois, dans différents domaines. La difficulté pour les professeurs, c'est qu'il faut changer de programme chaque année. Chaque année, il faut trouver un nouveau thème dans sa discipline, et ça représente un certain nombre d'heures de travail. Alors, il y a 52 chaires titulaires, dont par exemple la chaire de microbiologie et maladies infectieuses que j'ai l'honneur d'avoir. Et puis un certain nombre de chaires annuelles, voire triannuelles, pour des disciplines qui se renouvellent très rapidement et où il est bon finalement d'avoir une mise au point pendant une certaine période et puis ensuite passer éventuellement à autre chose. Donc il y a beaucoup d'activités sur l'émergence des nouvelles disciplines, il y a beaucoup de professeurs étrangers qui sont invités, il y a beaucoup de multidisciplinarité. Et finalement, la chaire est créée pour un professeur, et quand il part à la retraite, la chaire est fermée, et il n'y a pas véritablement de pérennité dans les thématiques. Néanmoins,
on couvre les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie et la médecine, la philosophie, la sociologie, l'histoire, l'archéologie, je vous ai fait la liste. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. C'est vraiment une structure qui est très ouverte à l'ensemble des disciplines. Mais en plus d'être une structure d'enseignement, c'est aussi une structure de recherche. Et il y a sur le site, en particulier l'un des sites principaux du Collège de France, qui est dans le centre de Paris, c'est-à-dire de l'autre côté de la rue Saint-Jacques par rapport à la Sorbonne. C'est deux institutions qui, finalement, avec le temps, ont appris à se connaître et à travailler ensemble. Il y a plus de 320 chercheurs, il y a plus de 200 ingénieurs et techniciens. Il y a beaucoup d'étudiants, de chercheurs postdoctoraux, dans la mesure où il y a plusieurs domaines, instituts de recherche sur l'Institut du Collège de France lui-même, en biologie par exemple. Il y a beaucoup de biologie du développement, de neurosciences. Il y a un institut de physique et de chimie qui vient d'être formé, qui est en fait présidé par Serge Haroche, qui est l'administrateur du Collège de France, qui est prix Nobel de physique il y a 2 ans. Il y a un institut des civilisations qui est en train d'être totalement reconstruit sur un site qui est très proche du Collège de France. Il y a des bibliothèques. Donc c'est un tout académique et de recherche qui est assez intéressant et assez inhabituel dans le paysage français et dans le paysage international, encore qu'on voit de plus en plus se développer ce qu'on appelle des Institutes for Advanced Studies, qui sont des instituts multidisciplinaires dans des sites académiques différents, par exemple Princeton aux États-Unis ou à Vancouver au Canada, et ainsi de suite. Donc c'est un modèle finalement qui tend à se développer. Alors mon autre institution, finalement j'ai une vie de rêve, parce que j'ai vraiment travaillé dans les deux institutions où enfant je rêvais vraiment de travailler, c'est l'Institut Pasteur. Et je ne vais pas vous faire un topo aussi long pour le Collège de France, je suis ici quand même plus en tant que représentant du Collège de France. Donc voilà, pour l'introduction, et je serais ravi de répondre à des questions sur le Collège de France et l'Institut Pasteur spécifique si vous en avez à la fin. Donc ce que je voulais vous présenter, et c'est un peu finalement inclus dans le titre, c'est cette notion de microbiote, c'est-à-dire de flore microbienne qui peuple nos surfaces, qu'on ne reconnaît pas au jour le jour, parce qu'elles sont finalement très, très discrètes, et pourtant très laborieuses dans ce qu'elles font, et on va y revenir. Une symbiose, on va revenir sur ces notions de symbiose, presque entre parenthèses, parce qu'il y a des dérapages parfaits, et on va revenir là-dessus. Au fond, le premier mot clé dans la présentation, dans le titre, c'est le mot de symbiose. Alors c'est un très joli mot qu'il faut quand même un tout petit peu définir, et pour ça je suis revenu aux racines du terme, puisque c'est un mot qui a été inventé de toutes pièces par un médecin, entomologiste, chercheur allemand du 19e siècle. Au 19e siècle, il y avait ces personnages absolument fantastique, qui avait vraiment la capacité de maîtriser eux-mêmes plusieurs disciplines, qui s'appelait Anton du Barry. Et il avait défini finalement la symbiose comme le fait et les règles de vie commune de plusieurs espèces. Et il avait trouvé ce très joli terme qui était l'association vivante d'espèces différentes. Et ça reste finalement, au fond, la définition, l'axiome de base de la symbiose. Alors généralement, dans les symbioses, en particulier celle dont on va parler, on a 2 grands partenaires, et souvent un partenaire est plus grand que l'autre, et il est clair que le partenaire homme, dans ce cas-là, est beaucoup plus grand que le partenaire bactérie. Maintenant, ça c'est raisonné en termes de poids, mais si vous raisonnez en termes de nombre, les flores microbiennes qui nous peuplent, on va y revenir rapidement, correspondent à 10 fois le nombre de cellules qui composent notre organisme. Donc ça veut dire qu'on est, en tant qu'homme, mais aussi éventuellement en tant que primate ou animal en général, une espèce d'hybride entre le monde eucaryote et le monde prokaryote, et probablement cette situation est née en fait de la coévolution. Les microbes étaient sur la Terre bien avant que les êtres multicellulaires n'y apparaissent. Il n'y a pas d'exemple actuel d'un être multicellulaire qui ne soit pas associé, sous une forme ou sous une autre, à une flore microbienne. Alors cette flore peut être très limitée en nombre, en diversité, mais elle est là, et au fond, c'est cette coévolution et cet échange permanent entre les deux qui a probablement
permis de bâtir des passerelles, ce qu'on appelle maintenant un mutualisme, qui permet à ces flores de survivre, d'être heureuses, parce qu'elles ont un environnement qui leur est favorable, et à nous, on y viendra, d'en tirer un certain nombre de bénéfices. Donc quand Antoine Dubarry a commencé ses travaux de description sur la symbiose, il ne se doutait pas des développements sur lesquels tout ça allait aboutir. Alors, juste dans cette diapositive, deux personnes qui sont un peu mes points de réflexion dans tout ce qui concerne notre interaction avec le monde microbien, et encore une fois avec ce monde microbien entre guillemets pacifique, et pas avec les pathogènes, qui était la façon dont on a vu les choses jusqu'à assez récemment. L'un qui est Theodosius Dobzhansky, qui était un scientifique vivant aux États-Unis, et un peu un philosophe des sciences, et qui avait dit, traduit en français, que rien n'a sens en biologie, si ce n'est à la lumière de l'évolution, et là, en l'occurrence, on est vraiment dans notre interface avec le monde microbien dans une situation qui est typique de cette notion de coévolution. Et puis pour ce qui concerne la terminologie, on a parlé de symbiose, tout ce qui est microbiote, microbiome, il faut le définir. En fait, on appelait ça auparavant, pour ce qui concerne le microbiote, les flores microbiennes. Donc on est venu maintenant au terme de microbiote, et ce terme a été introduit par un microbiologiste américain extrêmement renommé, qui s'appelle Joshua ou Josh Lederberg, qui a le prix Nobel à 33 ans, personnalité exceptionnelle, et qui tout au fil de sa carrière a été lui aussi à la fois un chercheur de très haut niveau et quelqu'un qui réfléchissait sur sa discipline. Il a même été expert pour la microbiologie à la NASA. Vous voyez un petit peu le genre de cerveau que ça pouvait être. Et c'est Josh Lederberg qui a vraiment créé ce terme de microbiote, c'est-à-dire de flore microbienne associée à son hôte, et qui a introduit aussi très rapidement, et souvent on va sauter d'un terme à l'autre, le terme de microbiome. En fait, le microbiome, c'est l'ensemble des génomes, l'ensemble des gènes, l'ensemble de la masse de gènes qui correspond à ce microbiote. Si vous mettez tous les chromosomes, toutes les structures génétiques de ces microbes ensemble, vous les séquencez, on va y revenir, et vous avez le microbiome. Donc le microbiote est une vision, disons, très microbiologique d'espèces ou de genres microbiens différents les uns des autres, qui constituent un assemblage de microbes en interaction avec nous-mêmes. Et le microbiome, c'est l'ensemble des gènes, l'ensemble du pool de gènes, et vous verrez que les chiffres tels qu'ils apparaissent maintenant sont assez astronomiques. Alors, je voulais quand même dire que la notion de microbiote et de flore microbienne associée à l'homme, à l'animal, elle ne date pas d'hier. Et est-ce que quelqu'un d'entre vous, ce sera le seul quiz de la soirée, je vous promets, est-ce que quelqu'un d'entre vous sait ce que représente cet outil? Oui, non, mais vous, c'est facile. Donc c'est le premier microscope. C'est dommage, je n'ai pas de pointeur pour ceux qui ne connaissent pas, qui a été inventé, mis au point par Anthony van Leeuwenhoek en Hollande, aux Pays-Bas, au XVIIe siècle. C'est absolument fabuleux. En fait, tout le système correspond à ce qu'on voit tout en haut, cette petite chose ronde. En fait, c'est une bulle de verre, et lui-même fondait des bâtonnets de verre pour faire des loupes de focales différentes, ce qui lui permettait de faire des grandissements qui allaient d'un facteur de 40 fois à un facteur de 250 fois, donc il changeait ces petites loupes, et devant, il y a une espèce de poinçon qui correspondait à l'endroit où il mettait l'objet à explorer, à examiner. Et tout le reste, c'était un système très complexe de réglage en 3 dimensions, de manière à faire monter, descendre, avancer, en fonction de la focale de la loupe du microscope, l'objet qu'il voulait regarder. Et Anthony van Leeuwenhoek était un type absolument exceptionnel, parce que non seulement c'est au fond le premier dans l'histoire de la médecine, de la microbiologie, qui a pu observer des microbes avec ce microscope qu'il avait inventé, mais non seulement il les a observés, mais il les a décrits, et il a noirci des pages et des pages de manuscrits
montrant les formes différentes, les coccyles, les bacilles, montrant que certains micro-organismes étaient spiralés, matérialisant le fait que certains de ces microbes bougeaient sous l'objectif de son microscope, et il avait donc découvert que certaines bactéries étaient mobiles. Et en fait, une grosse partie de ces observations était faite à partir du grattage de la surface des dents, ou de la gencive, ou de la cavité buccale, et il avait vu très vite que ces zones étaient très riches en ce qu'il appelait des animalcules, qui sont devenus bien entendu plus tard les bactéries. Et comme c'était un homme qui avait beaucoup d'activités, je pense qu'il ne dormait pas, il travaillait tout le temps, il envoyait en permanence, il était membre étranger de la Royal Society à Londres, et il inondait la Royal Society de textes et de démonstrations qui étaient plus ou moins à l'époque bien reçus, mais qui maintenant, en rétrospectif, montrent à quel point ce type était un génie. Alors non seulement c'était un génie de l'observation, mais en plus il avait de l'humour. Et j'ai retrouvé un de ses textes où il écrivait « Il y a plus d'animaux qui vivent dans les dépôts qui s'accumulent sur les dents dans la bouche de chacun qu'il n'y a d'êtres humains dans un royaume entier, en particulier chez ceux qui ne se lavent jamais les dents. » Quand même, quelque chose de notable. L'humour chez un grand scientifique, ça existe, mais ce n'est pas toujours aussi aigu. Supérieur, que ce soit l'intestin, bien entendu, que ce soit la peau, sont des sites écologiques qui hébergent des populations microbiennes qui sont différentes, qui ont en règle générale une distribution tout à fait particulière qui, dans une certaine mesure, ressemble, en tout cas pour le cœur de ces micro-organismes, une espèce de signature dont tout l'objectif de la recherche actuelle est de comprendre le sens. Donc vous voyez là chez cette femme qui est représentée, il suffit de regarder les codes couleurs qui correspondent à des grandes familles microbiennes pour s'apercevoir que ces codes couleurs sont quand même très très différents en termes de leur représentation et qu'il n'y a pas grand-chose de similaire, par exemple, entre la flore vaginale qui est montrée ici, qui chez la femme est dominée par des lactobacilles, et la flore buccale qui est montrée là-haut, où on voit une beaucoup plus grande diversité, par exemple. Donc on est en train de réaliser la complexité, et rien que pour rester au niveau de la peau, les premières études qui sont faites maintenant de l'analyse globale du microbiote cutané font dire, là aussi peut-être avec un trait d'humour, qu'il y a autant de différences écologiques entre la peau des zones sèches, par exemple la face antérieure du thorax, et la peau des zones humides, comme les aisselles, sous les bras, qu'il peut y avoir entre la végétation d'une zone désertique en Afrique et la végétation d'une zone équatoriale. Donc on est dans des différences là qui sont assez spectaculaires et qui demandent bien sûr à être étudiées. Et je vais revenir rapidement sur les grandes opérations actuelles, simplement pour mentionner ici le Human Microbiome Project qui est financé par le NIH aux États-Unis, mais qui est une collaboration internationale qui vise en fait à analyser de façon exhaustive l'ensemble des flores microbiennes présentes au démarrage de l'étude qui a commencé il y a 2 ans maintenant, 300 individus. Donc à avoir une analyse, bien entendu, de cartographie des flores microbiennes, des microbiotes d'un individu, mais aussi comparé d'individu à individu, éventuellement d'origine différente, de manière à voir l'impact que peuvent avoir les conditions environnementales sur les flores et pas uniquement sur la flore digestive, avec les problèmes que vous imaginez d'alimentation. Donc on est rentré dans la période du microbiome et on y est rentré avec les moyens technologiques modernes du mégaséquençage, du métaséquençage et de l'analyse, bien entendu, bien informatique de toutes ces données. Alors, ce qui est dommage, et souvent les étudiants me déçoivent, c'est une façon de parler, parce que j'ai été étudiant moi-même, dans leur vision des choses. C'est-à-dire qu'en fait, on est souvent sous l'impression des derniers résultats, du dernier article de Nature, alors que cette notion de microbiome, on peut la retrouver très tôt dans l'histoire de la médecine, et en particulier dans l'histoire
de la microbiologie. Il aurait été un peu conceptualisé par un chercheur français qui s'appelle Jean-François Bach, qui est un immunologiste, qui est le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences française, qui avait publié un article revu dans le New England Journal of Medicine en 2002, qui montrait de façon spectaculaire, au fond, deux types de courbes. Ça, ce sont les maladies infectieuses. Alors, il avait choisi au hasard la rougeole, les oreillons, la tuberculose, l'hépatite A, et finalement la décroissance rapide sur ces dernières décennies de ces maladies infectieuses du fait de l'hygiène, de la vaccination, et ainsi de suite. Mais ce qui montrait en regard, quasiment en image en miroir, c'était depuis la même période où les maladies infectieuses ont vraiment commencé à s'effondrer en termes d'incidence, pour celles qui sont mentionnées ici, la montée en puissance, si on peut dire, d'un certain nombre de pathologies, les maladies inflammatoires de l'intestin, on en a parlé, le cancer du côlon, les maladies allergiques, l'asthme, l'atopie, le diabète de type 1, la sclérose en plaques, donc un certain nombre de pathologies qu'on appelait plus ou moins antérieurement auto-immunes, et qui semblent finalement, dans leur incidence croissante et accélérée, on le voit très bien dans les pays qui émergent économiquement actuellement, comme la Chine, comme l'Inde, on les voit rattraper très très rapidement le taux d'incidence de survenue de maladies inflammatoires de l'intestin, par exemple comme la maladie de Crohn, par rapport aux pays du nord de l'Europe, qui sont connus pour avoir des incidences très élevées, comme les pays scandinaves ou l'Écosse. Donc c'était difficile de ne pas se dire qu'il y avait peut-être un prix à payer à l'hygiène, qui est la caractéristique du XXe siècle, l'hygiène elle-même, la sécurité anti-infectieuse, l'asepsie, l'utilisation d'antibiotiques, les vaccins, et la survenue de ces pathologies, certes relativement peu fréquentes par rapport à ce qu'étaient les maladies infectieuses, ce qu'elles sont encore éventuellement dans certaines régions, mais tout de même. Et au fond, ce qui est en train d'émerger à l'heure actuelle, c'est que toutes ces pathologies ont un point en commun, ça reste souvent assez corrélatif, c'est la restriction dans la richesse du nombre d'espèces bactériennes qui sont représentées dans ces microbiotes. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'association dans cette période d'hygiène avec une réduction du nombre de micro-organismes qui constituent ces microbiotes, probablement liée au fait que l'hygiène et les antibiotiques restreignent considérablement notre exposition aux micro-organismes. Je ne rentre pas dans les détails de cette enfin, c'est pas une expérience, en fait, c'est une analyse de la diversité du microbiome d'enfants ou d'adultes nord-américains par rapport à des contrôles amérindiens et d'enfants au Malawi, où on voit, je crois qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin, la restriction de diversité de la flore microbienne des enfants et des adultes aux États-Unis, par exemple, par rapport à cette espèce de diversité très très importante qu'on continue à voir chez les familles d'Amérindiens ou chez les familles du Malawi en Afrique. Donc cette diversité populationnelle microbienne probablement reflète ce qu'était, nous, notre diversité microbienne il y a 2 générations et cette rupture brutale qui est finalement ce qu'on pourrait considérer comme, ou ce qu'on appelle généralement la flore ou le microbiote postmoderne. Et encore une fois, beaucoup de pathologies maintenant, corrélativement, sont associées à une diminution de la diversité microbienne qui, bien sûr, en grande partie liée à ce nouveau mode de vie qui nous caractérise. Alors, pour faire très rapide, je ne vais même pas trop rentrer dans les détails, mais je voudrais montrer une étude qui a été faite en France en particulier, qui a été publiée en 2010. En orange, tout ça correspond à des populations d'enfants vivant en milieu rural. Si vous étiez en milieu urbain, en fait, l'incidence qui est regardée, c'est l'incidence de maladies allergiques, vous seriez au niveau de la colonne orange. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a clairement plus, voire beaucoup plus de maladies allergiques, un peu moins net pour l'asthme, mais maladies allergiques en général et atopiques, beaucoup plus chez les enfants
urbains, c'est pas là sur la diapositive, mais aussi chez les enfants vivant en milieu rural, c'est-à-dire hors pollution urbaine, mais non exposés à l'environnement de la ferme, c'est-à-dire véritablement à l'environnement lourdement contaminé que peuvent rencontrer des enfants qui évoluent dans le milieu de la ferme. Et on voit très clairement que les enfants qui évoluent dans un milieu de ferme qui est beaucoup plus contaminé microbiologiquement ont beaucoup moins d'infections allergiques que les enfants qui vivent dans la même zone, en fait, mais dans un village à côté, n'étant pas en contact avec la ferme, avec les animaux, avec tout ce qui peut se développer comme micro-organismes dans les produits fermiers. Et je ne parle pas, bien entendu, du milieu urbain. Donc ça veut dire qu'au fond, dans ces maladies allergiques, peut-être, bien sûr, il y a sûrement la pollution qui joue un rôle important, les microparticules, tout ce qu'on dit, mais il y a peut-être une facette qui a été relativement occultée jusqu'à présent, qui consiste à réaliser une bonne fois pour toutes que notre monde moderne a restreint sa diversité microbiologique et qu'il y a un prix à payer qui est celui en particulier de survenue des maladies allergiques. Et ça commence à être bien étudié sur le plan expérimental. Il y a des évidences chez la souris que tout ça tient tout à fait la route. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est une étude qui a été faite par un de mes collègues et amis américains il est en fait infectiologue et pédiatre à NYU, New York University, à New York, et ils ont regardé une cohorte de nourrissons. Ils ont comparé les nourrissons sur plusieurs années. Ils ont comparé les nourrissons qui avaient eu un traitement antibiotique relativement lourd et prolongé à des nourrissons qui n'avaient pas eu, ou très peu, ou très brièvement, des traitements antibiotiques. Et ils sont aperçus que, arrivés au-delà de l'âge de 5 ans, les enfants qui avaient eu un traitement antibiotique relativement prolongé et lourd, dans les premiers mois de la vie, avaient 30% d'obésité supplémentaire par rapport à ceux qui n'avaient pas ou très peu reçu d'antibiotiques. Donc l'impression, et c'est surtout ça le message, après on peut discuter et réfléchir sur le fait que cette exposition très précoce de l'enfant au microbiote ou aux anomalies en fait, du microbiote telles qu'elles peuvent être impliquées par notre mode de vie, par l'utilisation excessive d'antibiotiques, risque d'avoir des conséquences à distance en matière d'allergie et en matière d'obésité, par exemple, qui sont à prendre en considération. Alors, cette histoire d'obésité prend un peu de corps à l'heure actuelle, dans la mesure où il a été montré, et ça c'est depuis le milieu des années 2000, en particulier par le groupe de Jeff Gordon aux États-Unis, à Washington University. L'expérience était très simple. Ils ont pris des souris obèses, ça existe, hein, ils ont une mutation dans un gène qui code pour la leptine, qui est l'hormone de la satiété, donc elles sont insatiables, elles mangent, elles grossissent. Et puis ils ont pris la flore de ces souris obèses, ils l'ont transplantée à des souris normales, de poids normal, des souris minces. Et ces souris minces sont devenues obèses, par la simple transplantation de cette flore microbienne. Alors à partir de là, on peut commencer à se poser des questions. Je vous résume à peu près ce qui semble se passer. C'est que le régime très riche en calories, en particulier en graisse, va sélectionner des populations bactériennes et amplifier dans le microbiote intestinal des populations microbiennes qui sont particulièrement spécialisées dans le catabolisme des graisses et éventuellement des sucres s'il y a des carbohydrates complexes en excès. Et donc lorsque ces populations enrichies en micro-organismes capables d'extraire de l'énergie et de métaboliser tout cet excès calorique sont transplantés à des individus de poids normaux, ces individus vont prendre du poids parce que ces bactéries vont continuer à faire bêtement ce qu'elles savent faire, c'est-à-dire métaboliser, extraire le maximum de calories de l'alimentation, même normale, qui est donnée à ces individus. Donc on était dans un premier schéma qui est un schéma finalement d'excès d'extraction calorique, où au fond l'obésité n'est plus tout à fait vue comme une maladie simplement de l'excès alimentaire, mais une maladie de l'excès alimentaire relayée par une
chaîne d'événements en rapport direct avec la composition de la flore microbienne. Et les choses deviennent de plus en plus compliquées à ce niveau-là, parce que les études montrent de plus en plus qu'en fait l'obésité est aussi une maladie inflammatoire chronique, un peu comme la maladie intestinale dont on a parlé, et l'inflammation de la graisse, en particulier mésentérique, intestinale, semble être liée à des translocations, à des passages de microbes ou de produits microbiens à travers la barrière épithéliale intestinale qui entraîne une inflammation, les adipocytes deviennent résistants à l'insuline, l'insuline augmente, et donc l'obésité éventuellement se développe. Donc on a un mécanisme qui associe à la fois des dérapages fonctionnels de la flore intestinale qui extrait trop de calories et une inflammation de la graisse qui va aboutir à son amplification excessive du fait de l'installation d'une situation de résistance à l'insuline. Donc on en est là, en gros, à l'heure actuelle, de cette vision finalement de l'obésité comme, au fond, une maladie certes sociétale, puisqu'elle traduit une perte de repères dans l'alimentation, mais aussi probablement une maladie sociétale au niveau des communautés microbiennes qui nous habitent, qui avait été relativement perdu de vue jusqu'à présent. Alors, deux dernières diapositives, en fait, deux ou trois pour essayer de conclure un petit peu sur tout ça et sur les perspectives. Au fond, c'est qu'à partir du moment où on voit s'accumuler des données sur le rôle du microbiote à la fois dans la physiologie et dans la pathologie, ça, quand même, dans une certaine mesure, implique la possibilité d'approche thérapeutique, c'est-à-dire de se dire on pourrait, à un moment ou à un autre, commencer à réfléchir sérieusement à manipuler ces flores, en particulier à les enrichir, de manière à récupérer cette diversité, on pourrait presque dire cette biodiversité. Finalement, la restriction de la biodiversité, c'est pas propre aux flores intestinales, on le voit partout sur la planète, bactéries ou autres espèces. Donc, pouvoir enrichir cette biodiversité microbienne de manière à revenir finalement à nos racines d'interaction avec le monde microbien telles qu'elles étaient probablement avant la période de l'hygiène. Alors comprenez-moi, je ne suis pas en train de plaider contre l'hygiène, les antibiotiques et tout ce qui a permis à l'espèce humaine probablement de passer cette période dramatique de la vague des maladies infectieuses sur la planète, même si ça persiste dans beaucoup de régions. Je suis simplement en train de dire qu'il y a un prix à tout et qu'il va falloir commencer à considérer très très sérieusement que peut-être côté hygiène, dans certains domaines, on est allé un petit peu loin, et en particulier dans l'usage des antibiotiques, et plus spécialement dans l'usage des antibiotiques chez l'enfant très jeune. Donc là, il y a une vraie réflexion à mener collectivement avec les médecins, avec les pédiatres, avec les scientifiques, avec les gens des sciences humaines, sur nos comportements par rapport au monde microbien et à son interface avec les jeunes enfants. Alors, comment est-ce qu'on peut commencer à réfléchir à manipuler ces flores, à les enrichir? Alors, il y a bien entendu ce qu'on appelle les probiotiques, qui sont très dominés par quelques espèces microbiennes, les lactobacillus, les bifidobactères, c'est ce que vous trouvez dans les yaourts. Pour l'instant, il y a quelques succès vraiment peu impressionnants, pour être très honnête, qui font penser que les choses sont beaucoup plus complexes que ça et que probablement la diversité qu'on apporte avec ces probiotiques tels qu'ils sont actuellement est insuffisante pour compenser les manques qu'on peut avoir induits, en particulier par exemple par les traitements antibiotiques. Alors il y a des prébiotiques maintenant, c'est-à-dire des sucres qui permettent d'enrichir certaines populations bactériennes par rapport à d'autres. Il y a des postbiotiques qui consistent éventuellement à utiliser des substances produites par les bactéries de la flore pour essayer de mimer ces fonctions. Tout ça reste encore un paysage assez compliqué et les résultats des études cliniques qui nécessiteraient en fait des dizaines, des centaines de milliers d'individus pour avoir des réponses très claires, vu la complexité des situations, sont encore loin d'être disponibles. Alors, il y a des gens ces dernières années, des gastro-entérologues en particulier, qui se sont dit au fond, on devrait faire plus simple, au lieu de se compliquer la vie à essayer de trouver le probiotique idéal ou le prébiotique ou le postbiotique idéal, transplantons des flores, c'est-à-dire donnons à un individu qui a une restriction de sa flore intestinale, par exemple, une flore plus riche, et c'est effectivement quelque chose qui se fait de plus en plus.
dans des limites éthiques qu'il va falloir commencer à définir parce que la transmission de flore intestinale microbienne d'un individu à un autre peut amener la transmission d'agents infectieux, y compris non conventionnels, des prions. Donc il y a toute une réflexion à mener sur doit-on transplanter des flores d'un individu à un autre ou peut-on reconstituer une flore complexe au laboratoire, standardisée, ayant les effets essentiels qu'on en attend et la distribuer aux individus. Pour l'instant, néanmoins, la transplantation fécale est quelque chose qui est en train de se faire de plus en plus en routine, en particulier dans certains hôpitaux, dans les services de gastroentérologie, avec une application qui est absolument spectaculaire. C'est une maladie qui s'appelle la colite ulcéro-nécrosante à Clostridium difficile. Clostridium difficile, c'est un bactérie gram-positif, c'est un clostridium qui produit 2 voire 3 toxines qui sont extrêmement toxiques pour la muqueuse intestinale. En fait, ça rompt les liaisons entre les cellules et ça entraîne une inflammation massive. Et donc, ce sont des épidémies qui surviennent souvent en milieu hospitalier ou souvent dans des maisons de retraite du 3e âge où les gens sont contaminés et ils ne s'en aperçoivent pas. Sont colonisés par ce micro-organisme. Et puis on donne un traitement antibiotique. Ce traitement antibiotique va, parce que la souche est résistante de Clostridium difficile, la préserver, mais par contre va détruire le reste de la flore commensale. Et là va apparaître la maladie, qui est cette colite à Clostridium difficile, qui est une pathologie assez dramatique, à la fois par son agressivité en période aiguë, mais aussi parce que ça revient très régulièrement malgré un traitement antibiotique adapté, et chez des personnes âgées, voire très âgées, ça peut se terminer par le décès. Donc il y avait une vraie urgence médicale là, à essayer de voir si la reconstitution d'une flore normale permettait de protéger. Et effectivement, toutes les interventions thérapeutiques actuelles qui se font soit par l'administration de capsules qui contiennent une flore intestinale normale, de composition diverse et normale, soit par administration locale en endoscopie sur des zones extrêmement altérées de l'intestin, amènent, dans toutes les études qui sont publiées à l'heure actuelle, une disparition dans plus de 90% des cas, voire plus de 95% des cas, des épisodes de récidive. Donc c'est une vraie miracle thérapeutique qu'apporte la transplantation fécale dans cette indication particulière de la colite à Clostridium difficile qui associe finalement tous les bons éléments pour que ça marche. Un pathogène très agressif, très dépendant dans sa pathogénicité de l'existence d'une flore qui protège contre lui. On casse cette flore, on a la pathologie, on reconstitue la flore, on fait disparaître la pathologie. Donc on est là dans peut-être une des premières applications à la fois rationnelles et efficaces de la prise en compte de ce microbiote et de cette notion de microbiote dans la pathologie. Donc, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Donc voilà, j'ai essayé de vous brosser un tableau qui est bien entendu loin d'être complet, de vous donner un petit peu d'histoire, d'historique de tout ça et de compréhension et de perspective. C'est un domaine qui, comme je vous le disais au début, explose à l'heure actuelle. Il y a énormément de travaux dans le monde entier sur le microbiote. Il y a bien entendu des travaux qui amènent des changements quantiques, des breakthroughs, comme on dit en anglais, plus importants que d'autres. Métahit, la réalisation de la diversité du microbiome a sans doute été une date très très importante. Maintenant, on rentre un peu dans cette phase expérimentale. C'est-à-dire maintenant qu'on a apprécié la diversité, il faut remettre les choses à un niveau individuel, de bactéries, d'interactions. Et dernier point qu'il faut mentionner, c'est que ce microbiote est probablement une mine d'or de molécules bioréactives et de possibles immunomodulateurs et autres thérapeutiques sur lesquels on est en train de réfléchir et d'essayer d'avancer assez rapidement. Voilà, donc je vous remercie. Excusez-moi d'avoir été sans doute un tout petit peu long, mais toutes ces bactéries valaient bien peut-être qu'on en parle un peu en détail. Merci. Merci pour votre excellente
conférence sur les bactéries. Je voudrais vous demander, vous avez mentionné les probiotiques et vous avez mentionné aussi qu'une quantité adéquate. Qu'est-ce que signifie ça? Parce qu'il y a beaucoup de publicité, surtout en ce qui concerne Bifidus, mais je ne sais pas ce que signifie quantité adéquate pour avoir une influence et quel est le rôle dans ce cas-là de la barrière du microbiote existant dans l'intestin. Non, mais bon, je suis désolé, peut-être je n'ai pas été suffisamment clair. Finalement, quand je parlais de quantité, je parlais vraiment de diversité. Je pense que ce que montrent les études de transplantation fécale, c'est que ce qu'il faut apparemment transférer dans ces situations pathologiques, c'est une diversité microbienne qui n'est finalement pas représentée dans ces préparations de probiotiques, qui généralement correspondent à une espèce de lactobacille, une espèce de bifidobactérie ou une combinaison d'espèces, mais qui au fond correspondent à des micro-organismes très très proches les uns des autres, dont on n'attend peut-être pas la diversité métabolique et immunologique que peut procurer l'ensemble d'une flore normale. Saccharomyces, pareil, Boulardii, qui a été beaucoup utilisé. Au fond, quand on regarde les études cliniques solides et sérieuses qui ont été faites, pour l'instant, il n'y a virtuellement aucune situation qui montre un effet bénéfique des probiotiques tels qu'ils ont été jusqu'à présent utilisés. En particulier dans les maladies inflammatoires de l'intestin, il y avait beaucoup d'espoir que l'administration de probiotiques entre les périodes curatives d'utilisation des anti-inflammatoires, des inhibiteurs de TNF, éventuellement diminuerait la fréquence des rechutes. Aucun effet, il y a quelques observations un peu disparates d'amélioration transitoire dans la rectocolite hémorragique, mais après chirurgie, enfin, c'est des trucs tellement compliqués qu'on se demande véritablement si ça permet de faire un point sur et c'est vraiment compliqué parce qu'au fond, la communauté du probiotique, c'est une communauté de gens qui étaient plutôt dans le produit lacté, dans la qualité du produit lacté, et qui s'est lancé au fond dans un domaine qui n'était peut-être pas tout à fait le sien, qui est celui de la clinique et de la thérapeutique. Et pour pouvoir faire la preuve, à moins miraculeusement que ces micro-organismes tout seuls marchent très bien, pouvoir faire la preuve de leur efficacité, il faut des études cliniques énormes qui n'ont jamais été véritablement faites. Donc pour l'instant, je ne voudrais pas avoir l'air trop négatif pour les probiotiques, même si au fond de moi-même je le suis assez fort. Même si ça va peut-être un petit peu à l'encontre de ce que j'ai essayé de raconter ce soir. Je crois simplement qu'on n'a pas toutes les données pour faire. Je crois que les probiotiques tels qu'ils existent à l'heure actuelle sont très insuffisants par rapport au cahier des charges, par rapport aux nécessités. Et il y a encore beaucoup de travail avant de pouvoir arriver à quelque chose qui soit sérieux au point que ça puisse devenir vraiment une option thérapeutique dans des pathologies lourdes comme par exemple les maladies inflammatoires de l'intestin. C'est l'heure du dîner approche, donc il va falloir soumettre vos bactéries intestinales au repas qui vient. Allez-y, je vous en prie. Vous avez mentionné un nouveau phylum, Verrucomicrobia. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? C'est récent ou ça date depuis quand? Et ça fait partie de ces germes finalement qui n'étaient pas connus parce que c'est des anaérobies très, très difficiles à cultiver, mais c'est comme Faecalibacterium prosnitzi qui n'avait jamais été véritablement identifié et qui est sorti finalement sur l'écran radar, si on peut dire, parce qu'il est vraiment très significativement associé à des pathologies. Donc ça fait partie de ces micro-organismes que tout doucement on commence à sortir de la liste et à leur attribuer éventuellement des fonctions spécifiques dans le système. En Verrucomicrobia, c'est... D'où vient
Parce que c'est des micro-organismes qui ont été associés à l'apparition de lésions dans la bouche, dans la cavité buccale. En fait, c'est des bactéries de la flore buccale initialement, et qu'on ne s'attendait pas à retrouver dans la flore intestinale. Merci.